Bonjour, dans ce cours, nous allons parler de l'électromagnétisme et de ses applications. Mais avant de voir ces phénomènes un peu complexes, nous allons d'abord redéfinir ce qu'est un champ magnétique. Avant tout, regardons les premières constatations qui ont été faites sur les phénomènes magnétiques. Ces constatations datent depuis plusieurs années, comme nous pouvons le constater. Première constatation 1000 ans avant Jésus-Christ, et puis ensuite découverte de quelques éléments ayant des propriétés magnétiques, comme la magnétite. Nous reviendrons sur cet oxyde de fer. Enfin, vers le XVIIe siècle, et puis après 18, 19, 20e siècle, nous avons commencé à pouvoir mettre en équation tous ces éléments et à constater d'autres phénomènes qui sont maintenant extrêmement utilisés, ne serait-ce que par exemple pour la production d'énergie électrique. Avant d'aller plus loin, essayons de définir ce qu'est un champ magnétique. Un champ magnétique, c'est une grandeur physique dans l'espace qui n'est pas visible. Aucun de nos sens ne nous permet de percevoir ce champ magnétique, et pourtant il est bien là. Alors ce champ magnétique présente une intensité, une direction, un sens qui laisse à penser que le plus simple pour le représenter est l'utilisation d'un vecteur. Donc en un point de l'espace, en un point d'application de l'espace, on peut positionner un vecteur tridimensionnel dont le module du vecteur représentera l'intensité du champ magnétique qui sera exprimé en Tesla, et enfin sa direction et son sens nous donneront justement la direction et le sens de ce champ magnétique. Voyons un petit peu comment on peut mieux matérialiser ce champ magnétique. Comme il est partout dans l'espace, il est assez compliqué de dessiner des vecteurs partout, donc on représente généralement plutôt des lignes de champ magnétique. Ces lignes de champ magnétique forment des spires, des boucles, elles ne se croisent pas, et on positionnera le vecteur champ magnétique de façon tangente sur ces lignes de champ magnétique. Là nous avons un exemple qui est une source de champ magnétique qui pourrait être un aimant. Nous constatons qu'il possède deux pôles, nord et sud, et que les lignes de champ à l'extérieur de l'aimant vont du pôle nord vers le pôle sud. À chaque point de chaque ligne de champ, on peut positionner un vecteur BA qui nous indiquera pour le point A exactement l'intensité, la direction et le sens du champ magnétique. Mais quelles sont les éléments qui peuvent créer un champ magnétique? Il y a plusieurs choses que nous pouvons constater au niveau de la création de champs magnétiques. Nous avons d'abord à l'état naturel des oxydes de fer, comme par exemple la magnétite, qui naturellement génèrent un champ magnétique autour d'elle. Nous avons après fabriqué avec différents alliages, cobalt, nickel, fer et autres, des aimants. Donc ce sont des sources de champs magnétiques artificiels. Nous avons aimanté la matière. On verra que certaines matières ont certaines propriétés magnétiques. Et donc ces aimants sont totalement artificiels mais rayonnent autour d'eux un champ magnétique. Enfin, un champ magnétique que tout le monde connaît bien et qui est extrêmement utilisé, c'est le champ magnétique de la Terre. Effectivement, nous avons un magma au centre de la Terre qui est en mouvement, et ce magma est assez ferreux, donc il présente pas mal de minerais de fer, et donc ce magma provoque l'apparition d'un champ magnétique autour de la Terre. Ce champ magnétique est extrêmement important pour la vie sur Terre car il nous protège des vents solaires et de toutes sortes de particules qui pourraient pénétrer dans l'atmosphère mais qui sont repoussées par ce champ magnétique. L'histoire raconte que les premières constatations justement ont été faites en Chine avec de la magnétite. J'ai reproduit cette expérience pour vous montrer un petit peu ce que ça pourrait donner. Alors ici nous allons partir d'une boussole. Nous voyons que la boussole va indiquer le nord, donc on va l'orienter pour qu'elle indique le nord. J'ai légèrement triché sur cette expérience en renforçant le champ magnétique terrestre à l'aide d'un aimant qui est à proximité de cette expérience. Et donc si nous prenons une pierre de magnétite qui est naturellement aimantée, que nous la mettons sur une feuille qui va présenter des frottements très faibles, nous constatons que cette feuille s'oriente dans le sens sud-nord, donc la pointe de la feuille maintenant nous indique le nord. Donc il semblerait, l'histoire raconte que les premières constatations justement auraient été faites de ce style-là. Donc voilà, c'est une pierre de magnétite, c'est un minerai que l'on trouve à l'état naturel.
Alors revenons un petit peu à nos sources de champs magnétiques. D'autres constatations ont été faites plus tard, quand on a avancé sur les découvertes de l'électricité, et en fait on s'est rendu compte que lorsqu'une charge électrique est en mouvement, eh bien elle génère autour d'elle un champ magnétique. La formule un peu barbare qui est donnée ici, mu0 sur 4pi QV vectoriel PM sur le module de PM cube, nous indique quelle va être la position, l'intensité et le sens du champ magnétique généré par cette charge en mouvement. Une constante ici que je souhaite vous présenter, qui est mu0, qui est la constante de la perméabilité magnétique du vide. Nous reviendrons sur celle-ci. Pour l'instant, je ne m'étends pas sur cette constante. Et elle vaut 4pi 10-7 Henri par mètre. Nous verrons aussi un peu plus tard dans ce cours ce que signifie le Henri. Alors dans cette équation, nous avons Q qui est une charge électrique en coulomb, V qui indique sa vitesse, dont le module sera exprimé en mètres par seconde, et enfin un point M de l'espace pour lequel nous traçons un vecteur PM qui sera lui-même exprimé en mètres. Nous obtiendrons un vecteur B dont le module sera exprimé en Tesla. Essayons de comprendre et de mieux voir dans l'espace ce qui se passe. Donc imaginons que nous ayons une charge Q. Cette charge Q se déplace à une vitesse V. Si je veux, en un point de l'espace M, déterminer le champ magnétique généré par cette charge Q en mouvement, je vais tracer le vecteur PM. Ici, j'ai réduit son échelle volontairement pour ne pas avoir un grand vecteur qui fasse toute la longueur PM. Alors, d'après l'équation que nous avons vue précédemment, il faut faire un produit vectoriel entre QV et PM. QV vectoriel PM pour déterminer la direction et le sens du vecteur champ magnétique. Je vais donc reporter ces deux vecteurs localement autour de M, et nous voyons que ces deux vecteurs vont former tout simplement un plan. Voilà le plan formé par les deux vecteurs. Ici, nous le voyons bien. Et donc, comme j'ai un produit vectoriel, eh bien, une des façons de connaître comment va se matérialiser le vecteur B, c'est de rabattre le vecteur QV sur le vecteur PM. Je fais QV vectoriel PM. Donc quand je rabats le vecteur bleu sur le vecteur blanc, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et on utilise ce qu'on appelle la règle du tire-bouchon, c'est-à-dire que si je fais tourner un tire-bouchon dans ce sens-là, eh bien je vais tout simplement avoir un vecteur qui descend verticalement de ce plan et qui sera perpendiculaire à ce plan. Voilà, je vous indique ce vecteur. Voilà comment va se situer le vecteur B par rapport à ma charge en mouvement. Si une charge en mouvement crée un champ magnétique, quand nous avons un courant électrique dans un circuit, eh bien ce courant électrique est bien un ensemble de déplacements de charge. Alors, c'est ce qu'on appelle la loi de Biot et Savart. Si on imagine une boucle de courant avec un circuit filiforme, eh bien, nous allons pouvoir calculer un infiniment petit du vecteur B, qu'on va appeler D de B, si on prend un morceau de fil infiniment petit, le D de OP. Et donc nous aurons mu0 I sur 4pi D de OP vectoriel PM sur PM cube. Et puis bien entendu, pour déterminer la totalité du champ magnétique créé par cette spire de courant, nous allons intégrer sur le contour fermé C, donc nous ferons la somme sur C des D de B pour avoir la composition totale du vecteur B créé par cette spire. Fort de cette première formule, nous pouvons donc intégrer toutes sortes de formes filiformes. Nous aurons aussi peut-être l'occasion de voir des distributions surfaciques de courant ou volumiques. Ici, nous partons déjà d'un élément filiforme qui est l'élément le plus rencontré en électricité. Donc si je prends un fil infini, eh bien ce fil infini va bien évidemment générer autour de lui un champ magnétique qui sera représenté par des spires concentriques, des cercles concentriques, et puis chaque cercle eh bien, sera la matérialisation d'une ligne de champ. Nous avons l'intensité du vecteur B qui est donnée par la formule mu0 I sur 2pi D.
cette formule ne sera pas démontrée, mais est issue tout simplement d'une intégrale le long du fil. Voyons un petit peu la matérialisation de cette expérience. Ici, nous avons donc un fil infini. Effectivement, on parle de fil infini parce que l'intégrale que l'on fait doit aller de moins l'infini à plus l'infini. Évidemment, on pourrait avoir des formules un peu plus complexes si le fil n'avait pas cette longueur infinie. Alors, ce fil est bien entendu traversé par un courant I, et il va donc générer autour de lui des spires, enfin des cercles indiquant le champ magnétique. Alors c'est tout le long du fil, il faut bien imaginer que le champ magnétique c'est quelque chose qui est en volume, qui est dans l'espace et qui existe à chaque point de l'espace. Évidemment ces cercles, eh bien on va pouvoir imaginer qu'ils sont concentriques, c'est-à-dire que nous allons avoir une première ligne de champ, une suivante, etc. Évidemment tout ceci est linéaire, enfin linéaire, il n'y a pas de discontinuité, hein, on a une infinité de lignes de champ qui entourent ce fil, et là encore cette infinité elle est valable aussi sur la hauteur, hein, donc nous avons tout un champ magnétique qui apparaît autour de ce câble, et le vecteur, comme nous l'avons déjà mentionné précédemment, est perpendiculaire aux lignes de champ, donc je peux connaître à tout point de l'espace autour d'un conducteur parcouru par un courant le champ magnétique qu'il règne. Évidemment, nous voyons que ce champ magnétique diminue avec la distance, hein, et donc plus nous nous éloignons du câble, et bien plus le champ magnétique a une intensité faible, et donc cette intensité devient très vite très faible, et ce n'est vraiment qu'à proximité du câble que nous avons une intensité, on va dire, assez importante. Alors évidemment, un fil tout seul, ça ne nous permet pas de faire grand chose. Donc ici on a le cas d'une spire, donc un fil circulaire qui serait traversé par un courant I, et là encore ce sera une formule que je ne démontrerai pas, mais par intégrale on va tout simplement utiliser l'intégrale des D2OP fois I, hein, donc le I D2OP vectoriel OM. Ici on va s'intéresser au champ magnétique sur la verticale de la spire, l'axe Z, hein, et on va regarder sur cet axe Z comment évolue le champ magnétique. Eh bien, il est donné par la formule donc B égale mu0i sur 2 r carré sur r carré plus z carré à la puissance 3 demi. Donc voilà, tout ça résulte d'un calcul intégral. Z étant justement l'altitude du point M. Hein, donc on se rend compte que eh bien, si Z égale 0, eh bien, on a r carré qui est à la puissance 3 demi. Hein, donc on va avoir une simplification. Et puis on va comme ça avoir une évolution du champ magnétique le long de cet axe. Alors si maintenant je mets plusieurs spires, eh bien je vais voir passer plusieurs fois le courant I, et donc j'aurai n fois le courant I qui va passer, hein, si je fais plusieurs tours, et donc ce champ magnétique va être multiplié par le nombre de tours réalisés. On parle alors d'une spire plate, filiforme, hein, et donc voilà le champ magnétique créé par ce type de bobine. Un autre type de bobine que l'on rencontre très souvent, c'est ce qu'on appelle le solénoïde long, c'est-à-dire qu'on a enroulé du fil où la longueur de ce solénoïde est importante par rapport à sa section, et donc on va pouvoir là encore calculer au centre du solénoïde, en tout cas sur la partie centrale, quelle va être l'intensité du champ magnétique. Évidemment, l'intensité de ce champ magnétique, eh bien, on peut toujours se référer, donc là ici le conducteur avec un point, c'est parce que le courant vient vers nous, et donc on a bien les lignes de champ qui tournent dans ce sens. Hein. Et dans le cas où le courant part dans l'écran, et bien ici cette fois-ci le champ magnétique tourne dans l'autre sens. Nous avons là encore la règle du tire-bouchon qui nous permet de connaître ça. Hein. Si les lignes de champ tournent comme ceci, et bien j'avance bien vers nous, et si les lignes de champ tournent comme cela, je vais bien dans l'écran. Là encore on peut utiliser cette règle du tire-bouchon. Voyons un peu plus en 3 dimensions ce que ça va donner. Alors nous prenons un solénoïde, voilà, donc ça c'est un solénoïde long, donc en gros c'est un conducteur. Alors ce conducteur va être parcouru par un courant, donc ce courant entre au fond du solénoïde, il passe toutes les spires, il est ici,
puis il ressort à l'autre bout du solénoïde. Évidemment, il faudrait mettre un générateur pour créer ce courant. Alors, chaque conducteur va bien générer un champ magnétique. Ici, on va avoir des cercles concentriques qui sont les lignes de champ magnétique. Et évidemment, ces lignes vont à l'infini. J'ai des tas de cercles pour tous les conducteurs. Donc, tous ces champs magnétiques vont s'ajouter. Et donc, on va avoir au final, lorsqu'on fait la somme, plutôt ce genre de champ magnétique. Voilà ce qui donnerait, ce qu'on aurait comme champ magnétique autour de notre solénoïde. Alors là, je n'en ai tracé que quelques-uns, mais évidemment, on a une infinité de lignes de champ magnétique dans ce solénoïde. Ici, nous pouvons voir que le champ B est bien perpendiculaire, enfin tangent, pardon, à la ligne de champ, donc nous avons du champ B, là le champ B irait dans cette direction-là, et ainsi de suite. Mais si nous prenons l'ensemble de la représentation des lignes de champ, ça donnerait plutôt ça, vous voyez, avec des lignes de champ dans tous les sens, et encore là je n'en ai représenté que quelques-unes, sachant qu'il y en a une infinité, donc il faut bien nous imaginer que l'on a une infinité de lignes de champ, et donc on voit bien qu'au centre du solénoïde, on a un ensemble de lignes de champ relativement parallèles, et donc au centre de ce solénoïde, c'est là qu'on aura l'intensité du champ magnétique qui sera maximum. Ces lignes de champ, après, vont s'éparpiller et diminuer en intensité au fur et à mesure que l'on s'éloigne du solénoïde. Donc voilà pour un solénoïde. Alors si je reprends quelque chose d'un petit peu plus simple, nous n'aurions, voilà un petit peu, et tout ça, je vous rappelle, c'est bien créé par ces petites lignes de champ qui vont toutes s'ajouter. Voilà, nous avons fini la première partie de ce cours qui nous a présenté les sources de champs magnétiques. Nous allons voir par la suite dans d'autres vidéos quelles sont les propriétés du champ magnétique et ce que nous pouvons en faire. Merci pour votre attention.